La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre. Jack, levé tôt, se préparait un simple café, tandis que Brooke, encore somnolente, jouait avec son téléphone, assise à la table. Ils partageaient un petit appartement en location en ville, où ils vivaient modestement, sans luxe, mais avec une certaine stabilité. Alors qu'il remuait le sucre dans sa tasse, le téléphone de Jack vibra. Il regarda le numéro sur l'écran et fronça les sourcils. C'était celui de l'avocat de son père, Robert Hartwell. La situation lui parut étrange. Il répondit avec son calme habituel, mais son expression changea à l'instant même où il entendit les mots qui allaient suivre. Robert, fidèle à son style, alla droit au but. Il se dit désolé de l'informer, mais Douglas Whitmore, le père de Jack, était décédé durant la nuit des suites d'une crise cardiaque foudroyante. Le corps était déjà en préparation pour les funérailles prévues pour le lendemain. Jack resta sans voix. La main qui tenait le téléphone se mit à trembler. Les mots de l'avocat résonnaient encore lorsqu'il raccrocha, le regard vide pendant quelques secondes. Soudain, les larmes se mirent à couler. C'était comme si toute la froideur qui avait existé entre lui et son père venait d'être balayée par une vague silencieuse de douleur, une douleur qu'il ne s'attendait pas à ressentir avec une telle force. Brooke s'approcha aussitôt, alarmé. Jack, qu'est-ce qu'il y a? Il la regarda, les yeux rougis, et peinant à respirer, il murmura. Mon père et ses morts. Un instant, Brooke ne sut comment réagir. Puis elle l'enlaça avec une sincère affection, tentant de lui offrir un peu de réconfort. Il posa son visage sur son épaule et pleura plus silencieusement, comme s'il brisait enfin une vie entière de souvenirs non résolus. Après quelques minutes, il prit une profonde inspiration et annonça qu'il devait partir le jour même, que les funérailles auraient lieu là où vivait son père, au cœur du Texas. Brooke lui caressa le visage et dit sans hésiter, Je viens avec toi, tu ne traverseras pas ça tout seul. Puis elle ajouta sur un ton plus léger pour détendre l'atmosphère. C'est dommage que je n'ai jamais rencontré tes parents. Jack la regarda avec un demi-sourire et expliqua que sa mère était décédée quand il n'était encore qu'un adolescent. Depuis, son père s'était refermé sur lui-même, devenant plus rigide, plus dur, et la distance entre eux n'avait fait que grandir avec les années. Il voulait que je sois comme lui, que je reprenne l'entreprise familiale, que je perpétue l'héritage. Je voulais autre chose, et finalement, nous nous sommes perdus. Ils prirent la route en début d'après-midi. Brooke remarqua que Jack restait introspectif, le regard perdu à travers la fenêtre, parlant peu. Elle respecta son silence, se contentant de lui demander de temps en temps si tout allait bien ou s'il voulait s'arrêter. Lorsque la voiture franchit enfin les limites de la propriété, l'expression de Jack changea. Brooke regarda par la fenêtre et fut visiblement impressionnée. Devant elle s'étendait un long chemin de terre bordé de champs cultivés, avec en arrière-plan une immense demeure qui ressemblait plus à un manoir qu'à une simple ferme. Mon Dieu, c'est ici que vivait ton père? Demanda-t-elle, surprise. Jack confirma simplement. Oui, tout ceci lui appartenait. Ces terres sont dans notre famille depuis plus de 100 ans. La ferme a toujours été sa fierté. Brooke ne pouvait cacher son étonnement. Et tu ne m'as jamais rien dit de tout ça? Jack haussa les épaules. Parce que je n'ai jamais voulu en faire partie. Je voulais suivre mon propre chemin. Ils arrivèrent juste avant le crépuscule. La maison était silencieuse, mais les employés de la ferme
préparait déjà tout pour les funérailles. Beaucoup connaissaient Jack depuis son enfance et le saluèrent avec respect, certains avec des étreintes sincères. Jack les remercia, mais évita de prolonger les conversations. Il entra dans la maison, regarda autour de lui et sentit un étrange mélange de familiarité et de malaise. Brooke marchait lentement, observant chaque détail, comme si elle tentait d'absorber la grandeur des lieux, ce qui alluma une lueur différente dans son regard. Le lendemain matin, les funérailles eurent lieu près de la chapelle de la ferme. Une cérémonie simple mais chargée d'émotion. Peu d'invités étaient présents, principalement de vieux employés, des voisins de longue date et quelques amis du père. Brooke resta aux côtés de Jack tout le temps. Il demeura silencieux, le regard fixé sur le cercueil, avec une peine où se mêlaient tristesse, regret et nostalgie. Tandis que le prêtre parlait de l'héritage de Douglas Whitmore, Jack ne pouvait s'empêcher de penser à toutes ces conversations qui n'avaient jamais eu lieu, à ces étreintes refusées par orgueil, à toutes les fois où il avait eu l'occasion de revenir et ne l'avait pas fait. Cela lui pesait lourdement. Après la cérémonie, tous furent invités à entrer dans la maison pour la lecture du testament. L'avocat, Robert, se tenait dans le salon, un dossier en cuir posé sur la table. Brooke et Jack s'assirent côte à côte, entourés des regards curieux de certains participants. Robert nettoya ses lunettes, ouvrit le dossier et commença la lecture de sa voix ferme et mesurée. Le document spécifiait divers détails sur des comptes, des biens et de petites propriétés. Mais lorsqu'il arriva au point principal, un silence absolu s'installa dans la pièce. Jack serait l'unique héritier de la ferme Whitmore, incluant la totalité de la structure productive de l'entreprise rurale du même nom, de vastes plantations de coton, de maïs et de blé, des zones dédiées à la culture de fruits et légumes, et l'un des plus grands élevages de bétail de la région. La propriété comprenait également des équipements modernes, des entrepôts, une flotte de camions et des contrats signés avec les plus grands distributeurs du pays. L'évaluation finale de l'ensemble des actifs, terres et propriétés dépasse les 150 millions de dollars. Brooke se figea un instant. Elle tenta de garder sa contenance, mais ses yeux trahirent un éclat soudain, presque impossible à dissimuler. Jack le remarqua. C'était subtil, mais c'était là, un léger reflet de choc et de stupéfaction. Elle se reprit vite, lui serra affectueusement la main et murmura « Waouh! Ton père te faisait vraiment confiance ?» Jack ne répondit pas. Il restait pensif, le regard fixé sur le papier devant lui. L'héritage pesait sur lui plus comme une responsabilité que comme une fortune. Cette terre représentait une histoire, des conflits, des racines, et maintenant elle était entre ses mains. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cet héritage allait aussi révéler des intentions cachées et des alliances qu'il n'aurait jamais pu imaginer, et que la plus grande épreuve de sa vie était encore à venir. Après la lecture du testament, Brooke semblait différente. Même sa façon de regarder Jack avait changé. Elle devint plus affectueuse, plus présente, plus intéressée par tout ce qui touchait à la ferme. Elle posait des questions sur l'entreprise, les contrats, le personnel, les cultures, et mentionna même vouloir mieux comprendre le fonctionnement de l'élevage. Jack, encore plongé dans le deuil et absorbant l'ampleur de l'héritage, n'eut pas l'énergie d'interpréter cela sur le champ. Il était dans un état entre chagrin et responsabilité. Pour la première fois,
Il se retrouvait face à une structure gigantesque, bâtie sur des générations, qui dépendait désormais exclusivement de lui. Sa tête était pleine d'engagement, de délais, de formalités. Pendant ce temps, Brooke se montrait comme une figure réconfortante, lui offrant son aide avec une tendresse qu'il ne lui avait jamais vue avec une telle intensité. Quelques jours après les funérailles, alors qu'il logeait toujours dans la maison principale, Brooke suggéra qu'il fasse des projets d'avenir. Elle évoqua le mariage avec naturel, comme si elle lançait l'idée en l'air, tout en observant attentivement la moindre réaction de Jack. Il écouta en silence, pensif. Elle insista sur le fait qu'ils étaient ensemble bien avant tout cela, et qu'elle avait toujours cru en leur couple. Elle dit que le moment était peut-être difficile, mais que c'était aussi une opportunité pour un nouveau départ. Jack écouta attentivement. Il l'aimait, bien sûr. Il était reconnaissant de son soutien, mais cet enthousiasme soudain pour le mariage le déstabilisait. Avant ce voyage, elle n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour le mariage. Elle parlait de voyage, d'épanouissement professionnel, de liberté. Son ton avait changé, et cela le fit réfléchir. Le lendemain matin, il prépara 2 cafés, s'assit à table avec elle et alla droit au but. Il déclara que s'il devait se marier, il voulait que tout soit clair entre eux et qu'il avait l'intention de signer un contrat de mariage. Brooke haussa les sourcils. Elle demanda ce qu'il voulait dire par là. Jack expliqua que ce qui lui appartenait avant le mariage resterait sa propriété exclusive, que ce n'était qu'une simple précaution. Elle eut un rire contenu et répondit qu'elle n'avait pas besoin de ça, qu'il sous-entendait quelque chose de grave, qu'il doutait de ses sentiments. Tu penses que je suis avec toi pour la ferme? Demanda-t-elle. Jack resta ferme, sans élever la voix. Il dit vouloir éviter les problèmes futurs, que si l'amour était réel, un document ne changerait rien. L'atmosphère devint tendue. Brooke se leva, se disant déçue. Elle affirma qu'il ne la connaissait pas vraiment, que ce genre d'attitude ne faisait que créer des barrières entre eux. Jack ne chercha pas à la convaincre. Il dit simplement que si le contrat la mettait mal à l'aise, il pouvait reconsidérer l'idée du mariage. Brooke resta silencieuse quelques secondes. Elle quitta la pièce. Le reste de la journée, ils se parlèrent à peine. Le soir, elle pleura. Elle se dit blessée, qu'elle n'aurait jamais imaginé que Jack puisse penser cela d'elle. Il se contenta d'écouter. Il ne voulait pas se disputer. Il était épuisé. Le jour suivant, Brooke revint avec une autre attitude. Elle s'excusa, dit qu'elle avait exagéré, qu'elle comprenait maintenant son point de vue. Elle accepta le contrat, affirmant que leur amour était plus grand que n'importe quel bout de papier. 2 semaines plus tard, ils se marièrent officiellement à la mairie. Pas de fête, pas d'invités. Un couple ordinaire signant un document ordinaire aux yeux de ceux qui ignoraient leur histoire. Brooke serra fermement la main de Jack et sourit. Elle se dit heureuse qu'ils allaient commencer une nouvelle vie ensemble. Et elle avait une suggestion. Nous pourrions nous installer ici de façon permanente. Tu as la ferme à gérer, tout est là. Ce serait parfait. Jack réfléchit quelques jours, puis accepta. L'idée avait du sens. Après tout, il devait être présent pour faire tourner l'exploitation. De plus, il cherchait encore à renouer avec son passé, avec son père, avec ses racines. Vivre ici serait peut-être une façon de refermer certaines blessures. Il accepta la proposition de Brooke et, quelques jours plus tard,
ils déménagèrent leurs affaires dans la demeure des Whitmore. Leurs deux vies prenaient un nouveau départ, ou du moins, c'est ce que Jack croyait. Le premier mois à la ferme fut intense pour Jack. Le changement exigea plus que ce qu'il avait imaginé. Réunions avec les comptables, discussions avec les anciens administrateurs, visites des entrepôts, inspection des cultures et des étables. L'héritage familial pesait maintenant sur ses épaules. Il y avait des décisions importantes à prendre, des contrats à réviser, des emplois à préserver. Il ne s'accordait aucun repos. C'était comme si son père était là, à l'observer, attendant de voir s'il serait capable de tout porter avec dignité. Brooke l'accompagna au début, mais montra vite un certain désintérêt pour les questions administratives. Elle préférait se promener dans la maison, donner son avis sur la décoration et suggérer des rénovations dans les espaces de loisirs. De temps en temps, elle disait que Jack devrait engager quelqu'un pour s'occuper de la paperasse et se concentrer sur une vie plus agréable. Il écoutait, mais laissait la suggestion en suspens. Les choses prirent un tournant inattendu lorsqu'un homme se présenta au portail un vendredi après-midi. Il s'appelait Darren Lewis et se présenta comme un voisin. Il expliqua que sa ferme jouxtait celle des Whitmore depuis des décennies, qu'il avait connu Douglas de loin et avait toujours admiré son travail. Il arborait un sourire amical et s'exprimait avec assurance. Il dit être au courant du récent décès de Douglas et venait présenter ses condoléances au nouveau propriétaire. Jack fut cordial. Il l'invita à prendre un café et l'écouta. Après quelques banalités sur la région, Darren mentionna qu'il avait toujours été intéressé par l'achat d'une partie de la ferme des Whitmore et que maintenant, avec la nouvelle direction, c'était peut-être le bon moment pour faire une offre. Il ouvrit un dossier et montra des documents, des rapports, des chiffres. L'offre était généreuse, plus de 50 millions de dollars pour une part importante de la zone productive. Jack le remercia mais rejeta l'offre immédiatement. Il déclara ne pas être intéressé par une vente pour le moment. Darren sourit comme s'il s'attendait à cette réponse, loua sa position et dit comprendre parfaitement. Il repartit comme il était venu, avec amabilité et courtoisie. Cependant, ce qui semblait être une rencontre ponctuelle se répéta quelques jours plus tard. Brooke devint curieuse. Elle demanda qui était cet homme, ce qu'il voulait, ce qu'il avait proposé. Jack résuma la conversation. Brooke ne fit pas beaucoup de commentaires sur le moment, mais le sujet allait refaire surface avec plus d'intensité sous peu. La semaine suivante, Brooke commença à insister pour que Jack reconsidère l'offre. Elle disait qu'ils étaient face à une opportunité rare, que la somme pourrait être investie dans leurs propres affaires, des voyages, du confort. Elle mentionna que gérer une ferme de cette taille était un lourd fardeau, que son père l'avait peut-être supporté parce qu'il était d'une autre génération. Jack écouta attentivement, mais resta inflexible. Cette terre était plus qu'une propriété. Elle représentait une histoire. Chaque recoin portait les marques de son grand-père, de son arrière-grand-père, de son enfance. La vendre serait comme effacer une partie de son identité. Brooke rétorqua qu'il ne s'agissait pas d'effacer, mais d'évoluer, que plus personne ne vivait enchaîné au passé. Il maintint sa position, sans élever la voix, mais avec la même réponse. Rien n'était à vendre. Ce qui attira vraiment son attention fut le comportement de Darren lors de sa troisième visite. Il était plus détendu, plus familier. Il faisait des blagues. Puis, entre deux phrases, il mentionna quelque chose qui provoqua un malaise immédiat.
Il cita une remarque que Jack avait faite au dîner la semaine précédente, un détail précis que Jack n'avait confié qu'à Brooke. C'était anodin, mais cela révélait une conversation privée. Jack réagit avec un regard suspicieux, mais garda son sang-froid. Il fit semblant de ne pas remarquer, orienta la conversation sur un autre sujet et prit congé comme si de rien n'était. Quand Darren partit, Jack resta silencieux plusieurs minutes. Les pièces du puzzle se mirent en place dans son esprit. Les mots de Darren étaient un lapsus, une petite erreur que seuls commettent ceux qui se croient au-dessus de tout soupçon. Ce n'était pas une coïncidence. Il était certain qu'une conversation avait eu lieu entre eux en dehors de sa présence. Brooke apparut peu après dans le salon, souriante, disant que Darren semblait être un homme gentil et poli. Jack se contenta d'un signe de tête. Elle fit remarquer que le café avait été long et demanda s'il avait changé d'avis. Jack répondit que sa décision restait la même. Elle rit et le traita d'obstiné. Puis, elle l'enlaça, suggéra une promenade et tenta de changer de sujet. Jack l'accompagna, mais son esprit était ailleurs. Les mots de Darren résonnaient dans sa tête comme un écho. L'intuition de Jack, jusqu'alors étouffée par la confiance, commençait à s'éveiller. Il décida de ne confronter personne immédiatement. Il préféra observer, mais cette fois avec les yeux grands ouverts et le cœur en alerte. Quelque chose en lui disait que l'histoire était loin de ne concerner que des terres et un héritage, et que les plus grands dangers se trouvaient peut-être à l'intérieur de la maison. Brooke disait souvent avoir besoin de temps pour elle, qu'elle aimait sortir parfois pour respirer un peu, loin de la routine de la ferme. Fréquemment, elle s'inventait de petites excursions dans la ville voisine, réputée pour ses rues calmes, ses cafés charmants et ses boutiques d'artisanat. Elle disait adorer le rythme lent de l'endroit, la gentillesse des commerçants, et que cela l'aidait à garder son équilibre. Jack ne l'en empêchait jamais. Il pensait même que c'était une bonne chose qu'elle ait cet espace, lui qui passait ses journées plongé dans les responsabilités de la ferme. Il n'eut jamais de raison de se méfier. Il croyait simplement qu'elle appréciait cette vie plus légère. Il ne lui demandait jamais qui elle rencontrait ni combien de temps elle restait. Il acceptait, par confiance. Plusieurs semaines après la dernière visite de Darren, Jack reçut un appel inattendu. L'un des plus grands fournisseurs de matières premières de la région, qui approvisionnait à la fois la ferme des Whitmore et la propriété de Darren, demanda à lui parler personnellement. La rencontre eut lieu discrètement à l'arrière d'un des entrepôts. Le fournisseur jeta un regard circulaire avant de révéler ce qu'il savait. Il raconta que lors d'une visite à la ferme de Darren pour finaliser une nouvelle livraison de semences, il avait été témoin de quelque chose qui l'avait mis mal à l'aise. Il y avait vu Brooke. Jusque-là, rien de trop alarmant. Mais ce qui attira son attention, c'était leur attitude. Il dit qu'il y avait entre eux une intimité qui sautait aux yeux. Ils s'enlaçaient, s'échangeaient des baisers, comme un couple. Jack écouta en silence, s'efforçant de contrôler sa respiration. Il demanda fermement: « Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? » Tomamdeye, Dambo, le fournisseur répondit avec la même fermeté. J'en suis certain, je l'ai filmé. J'ai pensé que vous devriez le voir par vous-même. Il sortit son téléphone, ouvrit la galerie et montra la vidéo. Jack la regarda en silence. Elle était courte, mais suffisante. Brooke était dans les bras de Darren, les deux très proches, riant et s'embrassant librement, sans masque, sans crainte, comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Le sang de Jack se glaça.
La petite ville, les cafés, les sorties innocentes, tout prenait sens maintenant. Elle ne sortait pas pour se détendre. Elle sortait pour retrouver le voisin qui insistait pour acheter ses terres. Jack le remercia pour la vidéo, enregistra le fichier et partit de là, la tête en ébullition. Il ressentait un mélange de colère, de déception et, par-dessus tout, de honte. Pas seulement d'avoir été trompé, mais de s'être laissé tromper si facilement. Il appela l'avocat sans dire un mot à Brooke. Il demanda de lancer immédiatement la procédure de divorce et de préparer les documents au plus vite. Quand tout fut organisé, il attendit le bon moment. Brooke venait de rentrer d'une autre de ses escapades dans cette charmante petite ville. Elle était souriante, parlant d'un délicieux gâteau aux pommes qu'elle avait goûté. Jack l'appela, l'invita à s'asseoir et, avec une expression calme, lui tendit l'enveloppe. Brooke l'ouvrit et fronça les sourcils. Elle rit, pensant à une mauvaise blague. « Qu'est-ce que c'est, Jack ?» demanda-t-elle. Il répondit calmement, « Les papiers du divorce. » Elle tenta de continuer sur le ton de la plaisanterie, disant que cela n'avait aucun sens, mais Jack se contenta de prendre sa tablette et de lancer la vidéo. Son visage blêmit. Le rire disparut instantanément. Elle essaya de nier, puis pleura, puis supplia. Elle dit que c'était une erreur, qu'elle était confuse, qu'elle aimait vraiment Jack. Il écouta en silence. Quand elle eut fini de parler, il dit seulement « Tu as signé que tu n'aurais droit à rien de ce qui est à moi. Il est temps maintenant d'honorer ta propre parole. » Il se leva et conclut « Je veux que tu quittes cette ferme avant la fin de la journée. » Puis il quitta la pièce, mettant fin à ce qui avait commencé comme un mariage et s'était achevé en une trahison calculée. Jack décida de mener la justice jusqu'au bout. Avec les preuves en main et les conseils de son avocat, il engagea des poursuites contre Darren pour aliénation d'affection. L'affaire était délicate, mais les enregistrements, les témoignages et la vidéo fournie par le fournisseur rendaient l'accusation solide. L'avocat monta le dossier avec précision, détaillant comment l'ingérence de Darren dans le mariage de Jack n'était pas seulement émotionnelle, mais aussi stratégique. Il s'était approché avec un objectif clair: déstabiliser, conquérir et tirer profit d'une situation. Le tribunal reconnut les préjudices causés, tant moraux que financiers, et ordonna une compensation généreuse en faveur de Jack. La somme, qui atteignait 6 chiffres, fut perçue par beaucoup comme un avertissement clair à ceux qui croient pouvoir abuser de la confiance d'autrui en toute impunité. Mais Darren n'accepta pas la défaite avec résignation. L'humiliation publique le rongeait de l'intérieur. Le fait d'avoir été exposé au grand jour, de voir son image ternie et de perdre une somme considérable dans une affaire qu'il n'avait jamais imaginée, lui fit perdre tout contrôle. La colère s'empara de lui, et par une nuit d'apparence tranquille, il décida de prendre sa propre revanche. Avec quelques-uns de ses employés, il escalada la clôture à l'arrière de la ferme, emportant avec lui 2 bidons d'essence. Sa cible était la grange principale, une vieille bâtisse chargée d'histoire, qui abritait non seulement des outils, mais aussi une grande partie de la mémoire de la famille Whitmore. Il était convaincu que détruire ce lieu serait le coup de grâce, que cela ferait regretter à Jack de s'en être jamais pris à lui. Ce que Darren ignorait, c'est que Jack avait fait installer des caméras de sécurité à tous les points stratégiques de la propriété,
non par méfiance, mais par simple précaution. Depuis qu'il avait repris la ferme, il savait qu'un domaine de cette taille devait être protégé. Les images de la tentative d'incendie furent capturées en temps réel. Une alarme silencieuse se déclencha aussitôt et la société de sécurité contacta directement le shérif local. La patrouille la plus proche se trouvait à moins de 10 minutes. Lorsque la police arriva, Darren essayait encore d'allumer une allumette. Il fut maîtrisé, menotté et arrêté en flagrant délit pour tentative d'incendie criminel et violation de propriété privée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers la ville. Le scandale devint le sujet principal des stations de radio locales, des conversations de café et des publications des habitants. Brooke apprit l'arrestation de Darren par le message d'une vieille amie. Son nom s'étalait sur les sites web locaux, les réseaux sociaux et même dans un bref reportage audio qui circulait sur les groupes WhatsApp. Les mots « arrêté en flagrant délit » résonnèrent en elle comme un coup de poing. L'homme pour qui elle avait tout sacrifié était maintenant en prison, exposé, humilié, vaincu. L'espoir d'une vie confortable, soutenu par des choix qu'elle croyait judicieux, s'était envolé en fumée. Darren n'était pas son plan B. Il était son plan A, le raccourci, et celui-ci avait misérablement échoué. Le jour où Jack lui avait présenté les papiers du divorce et montré la vidéo de sa trahison, elle avait compris qu'aucun retour en arrière n'était possible. Ce même après-midi, c'est Roberto, l'un des employés de la ferme qui travaillait là depuis l'époque de Douglas, qui l'avait aidé à faire ses valises. Il l'avait conduite à la gare routière. Brooke ne se retourna pas. Elle feignit la force, mais au fond d'elle, elle ressentait le vide de celle qui avait misé gros et tout perdu. Arrivée dans la grande ville, elle se rendit directement chez ses parents. L'appartement était petit, modeste, situé au 3e étage d'un vieil immeuble sans ascenseur. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas dormi dans sa chambre d'adolescente, désormais encombrée de vieux cartons et d'un simple matelas. Elle s'assit sur le lit et fixa le mur pendant des heures. Elle, qui rêvait de sophistication, faisait maintenant la queue pour des entretiens d'embauche à des postes élémentaires. Les mots « je dois tout recommencer » tournaient dans son esprit comme un mantra douloureux. Brooke avait tenté de planter des fleurs sur un terrain qu'elle croyait plus fertile, sans se rendre compte qu'il était étranger, volé et bâti sur des racines qu'elle-même méprisait. Dans l'instant, elle avait arraché ce qui était vrai pour courir après ce qui brillait le plus. Elle s'était retrouvée seule, les mains vides et le nom sali. Jack, au contraire, était comme un arbre tranquille qui avait résisté aux tempêtes, ses racines solidement ancrées dans le sol. Une fois l'orage passé, il était toujours debout. Brooke récolta ce qu'elle avait semé, l'illusion et l'ambition. Jack, lui, récolta le respect, la justice et la paix. Finalement, l'homme qu'elle jugeait trop simple avait prouvé que son calme était en réalité la stratégie parfaite de celui qui sait attendre le bon moment pour l'emporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois!